Bonsoir à tous, si vous aimez le football, si vous aimez les débats passionnés, alors ne ratez pas 100% foot à partir de minuit. Nous serons en direct avec deux invités ce soir, le chanteur Francis Lalanne et Jean-Claude Plessis, le président du club de Sochaux. Ensemble, nous décrypterons la 7e journée du championnat, avec notamment la victoire de Saint-Etienne face au Paris Saint-Germain, la 2e victoire d'affilée pour l'Olympique de Marseille. Vous saurez tout sur les Brésiliens de la Ligue 1, ce sera notre grande enquête dans 100% foot. Et puis, nous répondrons à cette question cruciale. Didier Deschamps est-il menacé après la défaite de Monaco face à Rennes tout à l'heure? 100% foot, c'est à partir de minuit. Mais tout de suite, place à Secret d'actualité et à Laurent Delahousse. À tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Secret d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, la soirée info continue avec Estelle Denis et 100% foot. En direct avec ses invités, les derniers résultats, les dernières images. Bonne fin de soirée à vous. Secret d'actualité continue sur m6.fr. Bonsoir à tous, on se retrouve dans un instant dans 100% foot. Nous serons en direct et on ne parlera que de football, bien sûr, avec, regardez, Francis Lalanne, chanteur et supporter numéro 1 des Bleus. Dominique Grimaud sera également là. Jean-Claude Plessis, le président de Sochaux. Ça ne va pas très fort à Sochaux, on en parlera avec vous, Jean-Claude. Et puis, bien sûr, il est là à chaque émission. C'est mon monsieur foot, Pierre Ménès. Ensemble, nous décrypterons la 7e journée de Ligue 1 et nous répondrons notamment à cette question cruciale. Didier Deschamps est-il menacé après la nouvelle défaite de Monaco cet après-midi face à Rennes? 100% foot, c'est dans un instant, à tout de suite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% foot. C'est la 3e ce soir, nous sommes en direct et c'est promis. Ce soir, on va décrypter, on va peut-être se disputer, on va rigoler sur le plateau avec deux invités. Le premier, c'est lui. Il a un point commun avec Bill Clinton, c'est... Je ne sais pas. Anniversaire. C'est qu'il adore le cigare, bien sûr. C'est Jean-Claude Plessis, le président de Sochaux. Oh, c'est d'un goût. Sochaux, ça commence très mal. c'est le club qui a disputé le plus de matchs en Ligue 1 2033 exactement. Le problème, c'est qu'en ce moment, Sochaux ne va pas très fort et on en parlera avec vous, Jean-Claude. Le deuxième invité est un troubadour des temps modernes. Il est chanteur, il est musicien, il est poète. Il est président du club de l'AS Frénois et il est également supporter numéro 1 des Bleus. Il les a même supportés en Corée en 2002, c'est vous dire. Bonsoir, Francis Lalanne. C'est De Nice, hein, c'est ça. C'est ça, Estelle De Nice. Bonsoir Francis, merci d'être avec nous. Avec nous également un homme, un vrai, rien que pour vous mesdames, c'est mon monsieur foot Pierre Ménès. Bonsoir Pierre. Bonsoir ma chérie. Ravi de vous revoir Pierre, vous m'avez manqué cette semaine. C'est moi toi aussi. Et puis enfin avec nous sur le plateau, un petit jeune qui débute. C'est Dominique Grimaud, notre contradicteur. Bonsoir ça vous fait Dominique. rire, c'est un petit jeune qui débute. Hein. Eh oui. Ça vous arrivera. Bon messieurs, je vous sens prêts. On va tout de suite regarder le sommaire de l'émission. C'est parti. Lyon chahuté à Bordeaux, mais Lyon qui garde la main avec cette réaction surprenante de son président. Cet arbitrage n'était pas en notre faveur, contrairement, c'est vrai que le public a râlé, mais bon, je crois qu'il ne faut pas être trop chauvin, il faut regarder objectivement. Pour Monaco, battu par Rennes, et pour Deschamps, c'est l'heure des questions et des remises en cause. L'AS Monaco est un bon club du championnat de France, c'est mon avis, mais je ne pense pas que c'est un grand club. Ils sont 27 Brésiliens à jouer en Ligue 1. Certains sont très très bons, d'autres un peu moins. Tous sont de bonne humeur comme Denilson. Denilson, quel est ton numéro de maillot? 22. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer à 100% foot en nous envoyant des SMS. Vous tapez foot, votre message et vous envoyez le tout au 61 016 et vos SMS défileront tout au long de l'émission au bas de votre écran. Je vous rappelle que nous sommes ce soir avec Francis Lalanne, avec Dominique Grimaud, avec Jean-Claude Plessis, avec Bill Clinton et avec Pierre Ménès. Et ensemble, on va commencer à parler de la 7e journée de Ligue 1 qui vient tout juste de se terminer avec la large victoire de Saint-Etienne, 3-0 face au Paris Saint-Germain. Et il y a un joueur qui vous a époustouflé, Pierre. C'est Pascal Fendouno. À chaque fois, le décor s'effondre. Non, je serai vous, là, tous les deux. Je ne m'appuierai pas sur la table. C'est pas moi. Oui, non, J'aurais jamais dû t'appuyer sur la table. Oui, non, Commence c'était pas, toi, grave ça va mal erreur. finir. Allez, Pascal Fendouno. Ouais, Pascal Fendouno. Et pour une fois qu'il y a un joueur qui a du talent et qui fait la différence, c'est agréable à voir. Voilà, bon, on Mais attend les images vont arriver, évidemment, dans quelques instants, je pense. Voilà, Donc Pierre. ça commence, on a raté la passe de Sablé, mais on n'a pas raté la passe poitrine de Piquion. Et donc c'est un but de Mendy qu'on va voir détourné par l'autre Mendy. Hop.
Évidemment, Jérôme Alonso qui devait remplacer le Tizi blessé au dos à l'échauffement est battu. Là, il y a une grosse bourde de Rosenal qui est exploitée par ce tacle de Piquion sur le centre de Feiduno. Et enfin, assez original, je ne pense pas que Feiduno ait marqué beaucoup de buts de la tête, mais là, il s'intercale parfaitement entre Semak. En même temps, on a pu remarquer que Semak était sur le terrain comme ça. Jérôme Roten. Ah, c'est pas une trouvaille celui-là. Son meilleur match, il l'a quand même fait contre le PSG en marquant 3 buts. Mais ça lui a servi parce que maintenant il est au PSG. Ah oui, mais alors par contre, au PSG, ça ne leur a pas servi beaucoup. Et à l'arrivée, donc un match que Saint-Etienne a dominé de bout en bout. Bon, il faut reconnaître aussi que le PSG, sans Roten, sans Kalou, il en manquait encore. Ça, tu as raison. Sans Armand, il est sûr que le PSG, sans Kalou et sans Roten, l'objectif, c'est le maintien. Hein. C'est pas. Voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, le sniper. Jean-Claude, vous avez fait match nul contre Saint-Etienne, vous avez perdu face au Paris Saint-Germain. Est-ce que cette victoire de Saint-Etienne 3-0 face au PSG vous étonne? Pas du tout. D'abord, je pars par principe que dans le championnat actuel, tout le monde bat tout le monde. Et je dirais que Saint-Etienne, c'est pas n'importe qui. Moi, je dois avouer que Paris nous avait battus, mais sans nous faire une grosse impression. Mais en revanche, je dois dire qu'on a fait un match nul très difficile chez les Verts. Et les Verts a une équipe complète, bien organisée, surtout une équipe qui n'a pas du tout été changée à l'intersaison. Et puis Saint-Etienne, indépendamment de l'équipe, comme d'autres clubs en France, devient un grand club. Je suis persuadé que Caillazo est sur la bonne voie. Bernard Caillazo, le président de l'AS Saint-Etienne. Bien sûr, il est sur la bonne voie et tout le club est sur la bonne voie. Puis Feiduno, je reviens à lui, c'est un des, peut-être un des 5 plus gros talents offensifs du championnat de France. Il dribble, il fait des frappes, il fait des centres. Vous êtes d'accord, Francis? Oui, je me rappelle. En plus, il a retrouvé son coach de Bordeaux. Et voilà, et je me rappelle de ce but extraordinaire qui marque et qui donne la victoire en championnat. C'était face au Paris Saint-Germain. On ne va pas en parler aux Marseillais de ce but-là, parce que les Marseillais, ils ont trouvé les défenseurs PSG bien raides. C'est quand même, il le fait rentrer à la fin, il lui dit bon, tu vas nous marquer le but, tu vas nous faire gagner le championnat. C'est un joueur décisif, mais je pense que, comme tous les joueurs, je crois que c'est important aussi qu'il est à la manœuvre du joueur. Et je pense qu'il y a entre lui et Elie Bob quelque chose de très fort. Ils passent leur temps à s'engueuler tous les deux. Ouais, ils ont une relation extrêmement bizarre. Il paraît que c'est ça. Ils s'engueulaient même, parce qu'ils ont joué l'un contre l'autre. C'était en finale, je ne sais plus si c'était de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, puisque Pascal était à Lorient. Ouais. Et même là, ils avaient trouvé le moyen de s'engueuler. C'est une relation forte, mais c'est une relation étrange. Un peu, tu vois. Enfin, il me semble, je vois ça de ma fenêtre, mais je trouve que c'est fort la relation entre eux. C'est vrai que c'est une relation spéciale. Ouais. Alors vous disiez, vous, Jean-Claude, c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. Justement, vous le trouvez comment, ce championnat, au niveau du niveau, justement? Je vais faire hurler les gens qui sont autour de cette table. Et moi, je pense que c'est un bon championnat. C'est là que je hurle, là? Voilà. Moi, je... Allez-y, hurlez, faites-moi plaisir. On rigole, allez-y. C'est un bon championnat. Pourquoi c'est ce championnat? Ce championnat est équilibré, du moins. Pourquoi? Ça vient du fait que c'est une répartition des droits télé qui fait que tous les clubs ont une certaine somme d'argent qui leur permet de monter une équipe. Ils n'ont pas tous le même budget quand même, Jean-Claude? Oui, ils n'ont pas le même budget, mais je dirais que l'équipe, je prends l'exemple du Mans, qui a recruté sérieux, qui avait déjà un bon fond de groupe de la saison dernière. Aujourd'hui, le Mans est second du championnat, fait des bons matchs, et je dirais que le Mans peut encore aller plus loin. Alors évidemment, vous, les journalistes, vous ne voyez que les 4 premiers du championnat. Mais justement, le Mans, on en parlera après. Le Mans qui a battu Sochaux de Buzyn, c'est pour ça que Jean-Claude en parle. Non, mais le Mans, on en parlera après. Les 4 premiers du championnat italien. Mais il y a des matchs merdiques aussi en Angleterre. Est-ce que vous avez l'équivalent, très vite, l'équivalent du Mans dans le championnat espagnol, dans le championnat anglais, au championnat français? Il y a Retafe dans le championnat d'Espagne qui est leader du championnat. C'est impossible. Mais c'est impossible. Mais vous mettez de l'eau au moulin, c'est impossible parce que la répartition des droits est ainsi faite qu'il y a ceux qui vivent et ceux qui crèvent. Moi, j'ai déjeuné il y a quelques jours avec le président de Côme, qui comme par hasard, a été vice-président de l'Inter de Milan. Il explique qu'à Côme, il n'a qu'une chose à faire, c'est se plonger dans le lac. Il n'a pas d'argent, d'où les magouilles, tout ce qu'on peut voir dans le système italien. Bon, Jean-Claude, on parlera des petits clubs dans quelques instants. Je suis ravi, vous venez la parole, là, oui, franchement. On en reparlera après, on va passer tout de suite au fait marquant de cette... Tu me l'as déjà énervé. Fait marquant, c'était... Moi, je suis d'accord avec lui. Oui, alors on en reparlera après. Donc le fait marquant de cette 7e journée de Ligue 1, c'est bien sûr la 4e défaite de Monaco, 4e défaite en 7 matchs. Monaco qui a perdu face à Rennes cet après-midi. Et Pierre, on peut le dire, on n'a pas vu un grand AS Monaco, franchement. Oui, on n'a pas vu un grand Monaco, mais enfin en même temps, quand tout va mal, et noir c'est noir. Parce que, on va le voir, il n'y a quand même pas grand-chose. Alors là, on va commencer déjà par la magnifique pelouse du Stade Louis II, on en reparlera un petit peu, mais enfin, ça c'est une catastrophe habituelle. Ensuite, tout ce que s'arrange, Adailton, on va le voir, couvre Gérard, l'ancien de Barcelone, qui marque. Voilà, l'arbitre lève son drapeau, mais hop, on va le voir, il s'est quand même bien trompé.
Normalement, donc, ça devrait faire 1-0 pour Monaco. Mais Adailton couvre. Le but de Gérard. Et là, on va retrouver Adailton sur cette magnifique parade de Varmuse. Adailton permet... non, regardez, là. Mon ami Gus, on l'a déjà vu meilleur, mais bon, Adailton, en plus, il a le pot, ça rebondit sur lui. Et Karlström marque. Voilà. Alors, ensuite, tout va mal. Contestation de Zikos. Pour une fois qu'il ne met pas des tacs par derrière, il râle, mais il prend quand même un rouge. Il parle par devant. Oui, voilà. Donc là, tout va bien. Et là, très joli Sandetman, fan de Utaka. Et Johan Gourcuff qui met son premier but en pro, ce qui me permet de passer le bonjour à son papa que j'adore. Voilà. Entraîneur de Lorient. Entraîneur de Lorient. Et là, alors bon, là, tacle de Schillaci, carton rouge. J'ai rien contre, mais alors il y en a 40 par journée. 40 par journée. J'ai rien contre, mais 40 par journée. Là, par contre, on va voir sur cette action un tacle de Bernardi qui vaut, là, par contre, des choses. Et celui de JV aussi. Ça, le tacle de JV vaut carton rouge. Mais bon, là, monsieur Le Dentu, il a déjà tout donné, il a plus de carton. Donc il en reste là, parce qu'après, il faut reconnaître que... Bon, là, visiblement, Didier Deschamps s'est fait chambrer par des supporters derrière. Mais bon, ils ont été gentils, les Rennais. Ils ont peut-être vu aussi que les Monégasques étaient un peu nerveux. Ils ont levé le pied, parce qu'ils auraient pu en mettre 3 ou 4 de plus. Parce qu'ils n'auraient servi à rien. Et puis 2, ils auraient risqué des sévères blessures. Mais là, c'est vraiment un match. Bon, c'est vrai que Monaco a été très faible. Mais bon, en plus, toutes les décisions vont contre eux. Donc, quand ça va pas, hein, Jean-Claude, quand on est noir, on est noir. En parlant de Didier Deschamps, donc, qui a été vilipendé par les supporters de l'AS Monaco. J'avais envie de le placer. Pierre. Vas-y, c'est bon. Est-ce que vous pensez qu'il est menacé? Justement, je rappelle que c'est la 4e défaite de Monaco en 7 matchs de championnat. Francis. J'espère que non. Et en tout cas, je ne vois pas trop ce que Monaco a quand même pas à se plaindre du passage de Didier Deschamps comme entraîneur. Je veux dire, il a écrit avec Monaco certainement des pages qui seront parmi les plus belles pages du club et des plus belles pages du football français. Bon, c'est sûr que moi je pense que le problème c'est le fameux cap des 5 ans, tu vois, qui est un peu comme, la 5e saison, comme les 7 ans, tu sais, dans un couple. Si tu le passes, si tu le passes ce cap-là, le temps encore. Si tu passes ce cap, alors c'est fantastique, mais pour le passer, il faut avoir gagné quelque chose de plus que... tu vois, je crois que c'est un cap difficile. Et il n'y en a pas beaucoup des entraîneurs qui restent 5 ans dans un club. Ça, c'est aussi une preuve de qualité. Mais est-ce que vous ne croyez pas, Francis, qu'au moment... Comme il a les yeux de l'amour, Francis. Justement, mais est-ce que vous ne croyez pas que Didier Deschamps aurait peut-être dû partir après cette fabuleuse saison 2004 où il est arrivé en finale de la Ligue des Champions? Je crois qu'il aurait bien voulu partir. Je crois que s'il avait vraiment... C'est-à-dire, Pierre? Je pense que si les contacts qu'il avait eus avec la Juve avaient Mais moi, je ne crois pas, justement. Moi, je crois que c'est quelqu'un de généreux et quelqu'un de droit et quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose dans Monaco et qui a voulu essayer d'aller jusqu'au bout de son projet. Maintenant, je pense que Didier, c'est un petit peu comme Arsène Wenger. C'est pas quelqu'un qui peut être que entraîneur. C'est quelqu'un qui a une vision verticale des choses. Et je crois qu'il lui faut un club qui accepte de lui donner les clés du club. Et ça, ça c'est très juste ce que dit Francis, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on entend Deschamps réclamer un attaquant. Ça fait 2 ans qu'il veut Anelka. Ça fait 2 ans que le Palais lui dit oh là là, un musulman, un truc, c'est pas bon pour l'image de la principauté. Il a voulu avoir Fred, il l'a pas eu. De quoi? Je suis pas sûr que ça vienne du Palais. Pas sûr. Anelka? Non, je suis pas sûr. Écoute, moi je pense. Je crois surtout que Fred, il l'a pas eu. Il y a encore rien d'autre. Barros, il l'a pas eu. Donc, il ne pas venir. Quand un joueur veut pas venir, on peut pas avoir tout le monde. Oui, mais là, il a eu personne. Non, mais Fred, il y avait beaucoup de monde sur Fred. C'était pas un dossier facile. Oui, bien sûr. En son temps. À combien? Cher. Et dès qu'on dit pas les prix, c'est cher. Et j'étais pas sûr de l'avoir entièrement. On va rappeler que les Brésiliens, c'est un peu compliqué. Il y a toujours des droits à l'image qui appartiennent à... une partie du joueur. Je crois que dans l'affaire de Monaco, moi, j'ai aucun jugement à porter sur l'entraîneur ni quoi que ce soit. Il y a qu'une chose qui me gêne un peu et qu'on trouve dans certains clubs. Un club de football, c'est une entreprise. Quoi qu'on pense, c'est une entreprise avec des cadres supérieurs. Alors, quand on établit une politique avec ses actionnaires, sa hiérarchie, et qu'on est cadre supérieur, il y a 2 solutions. Ou la politique ne vous convient pas dès le début, ou en cours de route, la politique change. Et dans ces cas-là, si ça ne vous convient pas, je connais une remède, un cadre supérieur de n'importe quelle entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, monsieur, surtout qu'il n'est pas en peine de trouver du travail, monsieur le président, vos conditions ne me plaisent pas, je m'en vais. Bon, mais qui a le courage de le faire? Surtout qu'il y a un peu de pépette en jeu quand même. Il y a à peu près 1 million de francs en jeu. Voilà. On va quand même expliquer que les relations sont un petit peu tendues entre Didier Deschamps et Michel Pastore. La semaine dernière, Michel Pastore disait qu'il avait fait le recrutement de l'AS Monaco en harmonie avec Didier Deschamps, ce qui signifie que si les joueurs sont mauvais,
sous-entendu, c'est aussi de la faute à Didier Deschamps. Didier Deschamps a répliqué lundi lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Didier Deschamps ne tient jamais de conférence de presse et vous allez le voir, il n'a pas mâché ses mots lors de cette conférence. Écoutez. L'analyse de la situation actuelle, évidemment que le début de saison de l'AS Monaco n'est pas bon. Je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait de ce que réalise mon équipe, tant sur le plan du jeu que l'état d'esprit qu'elle manifeste. Là aussi, j'en assume la totale responsabilité. La réalité d'aujourd'hui est que l'AS Monaco est un bon club du championnat de France. C'est mon avis, mais je ne pense pas que c'est un grand club pour deux raisons, les moyens économiques et les résultats sportifs. C'est bizarre quand même. Ouais, est-ce que ce n'est pas des déclarations qui pourraient pousser Michel Pastore à virer Didier Deschamps Je crois pas. Parce que d'abord, c'est un grand entraîneur, va pas. Bon, et je pense que c'est vrai qu'il n'a pas les résultats escomptés, mais il faut pas arrêter à rigoler. Il n'a pas une mauvaise équipe, il a plutôt une bonne équipe. C'est vrai qu'il y a sans doute un climat difficile. Pas d'accord, là. Ah non, mais je veux dire que toi, Folo Maolida, Sorlin, d'accord. Meriem, c'est un recrutement pour toi, c'est un recrutement pour Sochaux. C'est très dur, Monaco. C'est très dur comme Marseille ou PSG dans un style différent. Contrairement à Deschamps, moi je dirais que Monaco est un grand club depuis près de 40 ans, depuis les années 60, et qui a fourni énormément d'internationaux au football français. Mais qu'aujourd'hui, là Didier a raison, c'est une équipe tout à fait modeste. Le recrutement est très faible. Quand on dit qu'ils n'ont pas de moyens, ça fait rire toute la France du football quand même. Les moyens mal exploités. Alors ça c'est autre chose. Tu sais, quand tu joues dans un stade où il n'y a personne, avec une pelouse, j'en parlais, donc la pelouse, il faut savoir, pour les gens, on va expliquer quand même aux gens, que c'est 1 mètre de terre posé sur le parking. Ouais. Donc la pelouse, elle prendra jamais. Il faut gérer un Majax comme magicien, comme jardinier plutôt. Donc ça ne marchera jamais. Non mais c'est vachement important, ou Nicolas, bien sûr. Mais c'est un stade où les joueurs doivent se prendre en charge. Maoulida, Sorlin, Meriem, c'est pas possible, c'est pas suffisant. Ça remet pas en question leur qualité, mais un joueur qui est bon à Rennes ou qui est bon à Bordeaux sera pas forcément bon à Paris, à Marseille ou à Monaco. Je pense honnêtement, on verra la suite. Je pense que Meriem, c'est toujours le club qu'on lui a conseillé quand il était chez nous. Parce que c'est le club, justement, sans histoire. Et autant, dans certains clubs, il part difficulté. Il n'a pas d'histoire, il joue pas. Moi, je pense que... Allez, le dernier mot sur Monaco à Francis. Oui, moi, je pense que Meriem, c'est un super joueur. Et moi, je pense simplement que quand il y a une telle ambiance, c'est très difficile pour les joueurs, c'est très difficile pour les entraîneurs. Et que si on veut que les choses s'arrangent un petit peu à Monaco, il faut calmer le jeu. Il faut que ça se calme, qu'on arrête de régler ses comptes comme ça et qu'on laisse travailler l'entraîneur et les joueurs. Et vous allez voir que Didier, c'est un grand entraîneur et qui va emmener... Il est arrivé à Monaco il y a 5 ans. Il a construit des choses, il a construit ce club, il a gagné la Coupe de la Ligue, il a fait un parcours historique en Champions League. Là, il y a une petite crise. Il serait, à mon avis, plus opportun que cette crise se règle entre les gens concernés, que les joueurs ne subissent pas la pression externe de tout ça, que ça ne prenne pas les proportions que ça prend. Parce que Didier, quand il travaille avec ses joueurs, il a toujours des résultats et il aura toujours des résultats. Voilà. Je suis d'accord, Francis. Allez, stop, c'était le mot de la fin sur Monaco. Non, on arrête. Stop sur Monaco, on reprendra après. Rapide, Jean-Claude, très rapide. Il ne faut pas perdre de vue quand même que le président préside, l'entraîneur entraîne. Oui, on en parlera après la pub. On va faire une pause. Carton rouge, Francis. On va faire une première pause dans cette émission et on continuera. Ça suffit. Voilà, on continuera à parler des relations. Ça a toujours été une connerie, ça. Stop Francis, stop Jean-Claude. On en parlera juste après. Les relations entraîneur-président, ce sera juste après la pause. On parlera également de la deuxième victoire consécutive de l'Olympique de Marseille. On parlera aussi des Brésiliens de la Ligue 1 tout de suite. Je suis sage, hein, t'as vu ? Restez avec nous, dans quelques instants, nous reviendrons sur le match Bordeaux-Lyon et sur ce pénalty non sifflé. Nous évoquerons encore les joueurs brésiliens du championnat de France. Ils sont 27 au total, bons, très bons, voire géniaux pour certains. Retour sur le plateau de 100% foot, je vous gêne pas, tous les deux, pour continuer à parler de la 7e journée de Ligue 1 avec Francis Lalanne, avec Jean-Claude Plessis, avec Dominique Grimaud et avec Pierre Ménès. Franchement, tous les quatre, ils sont intenables. Alors messieurs, on va tout de suite parler de la deuxième victoire consécutive de l'Olympique de Marseille. Marseille, qui a battu Sochaux, Jean-Claude, la semaine dernière, et Marseille qui a récidivé ce soir en battant 3, Pierre. Oui, comme quoi jamais 203. Non, c'était pour mettre. Pas mal, Francis, c'est excellent. Une comme ça encore. Une comme ça, c'est carton. Une comme ça et tu sors. Non, oui, bon, Marseille se relance doucement, mais sûrement quand même. Se lance. Oui, se lance. Voilà, donc ça commence avec une grande classique cette saison, c'est-à-dire le coup franc détourné de Théo. Normalement, il y avait pénalty sur Niang, mais bon, Ribéry a bien suivi et marque dans le but vide. Voilà, encore Théo.
Encore Théo, et puis là, trompé par le rebond, et là, faut reconnaître. Et magnifique. il est beau, hein. Le foot, c'est toujours plus simple quand on a de la classe, et la Mouchi n'en manque pas. C'est quand même un super but, même si quelqu'un vous dira que normalement un gardien n'a pas le droit de prendre un but entre lui et son poteau. Une faute minime de Théo. Et Grax qui marque un penalty après nous en avoir mis 3 en match C'était le coup de Grax, le fameux coup de Grax. Ah mais Francis en pleine forme. Alors là, mais Francis, mais vous allez réveiller tout le monde, là, c'est formidable. Je n'ose rien dire parce que ça va mal se finir. Je ne sais plus quoi dire. Tu vas te calmer, Francis. Marseille ou... Voilà, alors Marseille, deuxième victoire consécutive. Allez, est-ce que Marseille peut être champion cette saison, franchement? Oui. Non, ça aurait été avec ça. Ils n'ont rien gagné depuis 12. Laissons-les bosser tranquillement. Ils n'ont jamais été aussi près de gagner que... Ils n'ont rien gagné depuis 93, les Marseillais. On va pas s'enflammer parce qu'ils ont gagné 2 fois de suite. Ils ont gagné qu'à son. Est-ce qu'ils peuvent gagner? Je dis oui, bien sûr. Bien sûr. Quoi? Ils peuvent être champions de France, les Marseillais? Avec quels atouts, Francis? En quelle année? Avec quels atouts? En quelle année, Francis? Cette année. Ah oui. Ouais. Le championnat, il commence, il est long, il va être long ce championnat. Il reste 31 journées. Et ça va être très dur pour toutes les équipes. Peut-être vice-champion de France. Pour toutes les équipes. Francis, vous avez... C'est remonté du côté Grimaud, la côte de l'OM, là. Peut-être vice-champion de France, ça sera évidemment. Je trouve que l'équipe n'est pas du tout équilibrée, ni devant, ni au milieu, ni derrière. Ils se sont tapés l'Intertoto qu'ils ont gagné, ils sont qualifiés pour la Champions League. Bon, attends, d'accord. L'UEFA, c'est pas encore pour maintenant. D'accord, l'UEFA, d'accord. Et là, maintenant, ils commencent le championnat de France, et ils le commencent sur 2 victoires. Voilà. Enfin, en UEFA, ils ont fait 0-0 contre Anvers, il ne faut quand même pas oublier. Raconte à toutes les équipes qui sont farcies l'Intertoto les débuts de championnat quand tu te farcis l'Intertoto. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas sûr. Je pense que ceux qui font l'Intertoto, qui le préparent bien aujourd'hui, la preuve, on a vu Lille l'an dernier. Non, mais moi je pense que de toute façon, il y a une équipe qui est hors concours, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. C'est Lyon. Bien sûr. Mais attention, ça va être long. Et vous pouvez le noter. Je reviendrai l'année prochaine pour 2-3 ans. Mais même avant. Ils ont 2-3 ans d'avance. Avant qu'on puisse se retrouver une équipe qui puisse concurrencer Lyon, 3 ans. Mais ils ont 2-3 équipes d'avance. Lyon, on en parlera dans quelques instants. Parce que ça veut dire que pendant 3 ans, on n'a rien à faire. Hop. C'est quand même 100% foot à minuit. Jean-Claude, est-ce que vous pourriez être président d'un club comme l'Olympique de Marseille, où il y a énormément de tempêtes? Parce que c'est vrai que Sochaux, c'est quand même un club, allez, on va dire, plutôt familial. Est-ce que vous pourriez être président d'un club avec autant de soubresauts que Marseille ou que Paris, par exemple? Vous avez dit Lyon tout à l'heure. Vous avez commencé par Lyon, bien sûr. Mais Lyon, il n'y a pas de soubresauts, c'est stable. Mais oui, on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Et c'est vrai que d'être président d'un grand club, avec les turbulences, avec ce parfum de Coupe d'Europe, moi je comprends mes joueurs quand ils veulent partir dans un club de ce style. Je comprends que la chair de poule, la foule, alors un président, ça doit être aussi excitant. Mais le problème ne se pose pas, parce que les présidents ne se transfèrent pas, à part quelques exceptions. Bon, mais je prends beaucoup de plaisir, je suis très heureux à Sochaux, mais il est vrai que l'ambiance Coupe d'Europe, parce que tout à l'heure on parlait, on fait l'UEFA, qu'on fait que l'UEFA. Moi j'ai fait le difficile sur l'UEFA il y a 3 ans, en 10 ans. Vous avez fait un joli parcours. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas faire l'UEFA cette année? On s'emmerde sans l'UEFA, parce que ça a ce petit parfum. Je te le confirme, j'ai vu Sochaux-Marseille, je te le confirme. Non mais Jean-Claude, justement, bon, c'est vrai que vous êtes un petit peu loin de l'Europe cette saison, parce qu'on va le rappeler. On en reparlera bien sûr, Jean-Claude, on va en parler. Non mais on va en parler maintenant. Sochaux 3e. Voilà. Sochaux, voilà, pour l'instant, il y a eu 7 matchs, il y a eu 4 défaites. Jean-Claude, la dernière c'était hier, face au Mans. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement à Sochaux? Où est le problème? Si je savais, Estelle, je serais en train... Une petite idée, Jean-Claude? Non, je crois tout simplement, on a, depuis que je suis à la tête de Sochaux, j'ai pu constater que je n'ai pas été malchanceux. Quelques erreurs d'arbitrage comme tout à chacun, mais pour le reste, le ballon a tourné. Le ballon a tourné plutôt dans le... Oui, le ballon a tourné... Remenez pas le couteau. Allez-y, Jean-Claude, allez-y, moi. Le ballon a tourné plutôt dans le bon sens. Je me rappelle une finale de la Coupe de la Ligue où Suisse a une Panenka, on gagne la Coupe de la Ligue. On va le rappeler, c'est Michael Landreau qui avait tenté de marquer un but, il avait fait une Panenka, il avait raté. On était là quand même, on avait mérité notre place. Bon, on gagne la Coupe de la Ligue. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Il m'est tombé dans les bras à la fin. Ah ouais, j'étais content. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a été 2 fois 5e, alors qu'on venait de L2. Aujourd'hui, le ballon, il tourne pas tout à fait dans le même sens. On a des balles sur le poteau, on a des cartons rouges à ne plus savoir, alors qu'on n'est pas une équipe réputée pour être violente. Ça se passe pas très bien. Alors, il y a un groupe qui est nouveau, il faut le savoir qu'on arrivait dans une fin de cycle, des joueurs sont partis,
D'autres sont arrivés. Alors, on reproche souvent les départs au FC Sochaux, mais c'est historique. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas empêcher des jeunes joueurs qui ont du talent et qui sont désirés par des clubs européens. Je ne parle pas de celui qui s'en va dans un club moins Vous pas parlez plus... des Pedretti, des Fro. Bien sûr. D'accord. Et puis, il faut mieux les accompagner dans leur départ et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, et pour le club et pour eux. Et puis, à nous de rechercher les joueurs. Sochaux, c'est vendre. Je suis pas certain que Sochaux sache Ça, toujours. Écoutez, Mais Sochaux, c'est vendre. Attends, Non, c'est-à-dire que tu vends bien. Je voudrais rappeler, que lorsqu'on a acheté Santos, lorsqu'on a acheté Pagis, lorsqu'on a eu Oruma, et j'en oublie, et aujourd'hui Ilan, on s'est quand même pas mal débrouillé. Je te dis que tu vends bien. Bon, enfin, en tout cas, hier, Jean-Claude, vous avez perdu contre Le Mans. Je voudrais juste vous montrer un petit tableau. Voilà, c'est le tableau des budgets de la Ligue 1. Alors, en tête de ces budgets, bien sûr, on trouve Lyon, 115 millions d'euros. Ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Je vais vous le lire, Jean-Claude. En premier, il y a Lyon, 115 millions d'euros. En deuxième, Marseille, 75 millions. En troisième, le PSG, 70. Et Le Mans pointe à la 18e position des budgets avec 20 millions d'euros seulement. Le Mans, qui est ce soir deuxième du championnat. Pierre, est-ce que ça peut continuer comme ça pour Le Mans ? A priori, non. Ils ont un très bon attaquant, là, le Brésilien, là, qui a mis... Tullio de Melo. Et qui a mis un super but, monsieur Lalanne, que nous allons voir tout de suite. Ah, voilà, je voulais... On ne refuse aucun luxe. Quelle transition, allez-y. Magnifique. Voilà, donc là, il faut juste qu'on appuie sur le bouton. Je voulais justement... Chers amis, et c'est parti. Pas gentil, Pierre. Donc ça, c'est Matsui qui a fait un super match, d'ailleurs. Et puis, voilà. Teddy Richard a déjà été plus brillant que sur... c'est un grand gardien, Teddy. Oui, c'est un très bon gardien. Là, nous avons l'égalisation, à mon avis, du joueur qui peut tout changer dans ton équipe, c'est Ilan. Et là, voilà. On peut le revoir. Comme on disait tout à l'heure avec Feyde, non, on peut pas. Nous n'avons droit qu'à 30 secondes, voilà. Francis. Mais si tu veux, comme quoi, on est dans le même concept. Le but de Tullio, Feyduno ou Ilan, moi, je suis pas d'accord. C'est le talent qui fait la différence, et c'est le talent qui manque. Et si on voit aussi peu de buts, c'est vrai que toutes les défenses sont très bien organisées, très renforcées en France. C'est aussi parce que le joueur qui a l'étincelle, il n'y en a pas tant que ça en France, écoute, malheureusement. J'ai été très impressionné. On parle de joueurs qui ont l'étincelle. On va parler un peu des gardiens. Moi, je trouve qu'il y a... Non, mais c'est vrai qu'à l'instar de Grégory Coupé, qui n'a jamais été aussi fort, mais je trouve qu'il y a un retour d'Ulrich Ramé, là, extraordinaire. Je trouve qu'Ulrich, là, il fait un début de championnat. C'est un bon gardien. Et je suis assez impressionné par ce que j'ai vu de Bordeaux. Je trouve que l'équipe... Et aussi parce que je continue à voir de Lille. Il y a des bonnes équipes dans le championnat. Parce que comme ça... Parce que Bordeaux, c'est juste après. Je suis... Tout à 5 minutes d'avance. Non, mais attendez, on va avancer. Jean-Claude, vous avez perdu hier. Qu'est-ce qu'on ressent quand il y a une défaite, quand on est président ? On est déçu parce qu'il y a défaite et défaite. Il y a la manière, et on ne peut pas dire que hier soir, on a été satisfait de la manière. D'ailleurs, je crois que les joueurs l'ont fort bien compris, parce qu'ils sont assez grands pour le comprendre. Donc il faut qu'on remette ça sur le travail sur la table. Il y a quelques explications. Non, mais est-ce que vous dormez, par exemple, le soir quand vous perdez ? Oui, parce que je vais vous dire, moi, je pense... Oui, très bien. Somnifère, non ? Pas du tout. Je ne dors pas, moi. Je pars du principe que j'ai fait ce qu'il fallait. Peut-être que je me suis trompé. On a fait le recrutement qu'il fallait. On a l'entraîneur qui nous semble celui qu'il faut. Et à partir de là, on va pas refaire le match. Je veux dire que c'est à l'entraîneur de revoir. Il m'arrive de regarder le match, d'ailleurs le soir, de regarder la cassette pour voir le match pour le matin, parce que je suis au décrassage le matin pour discuter avec l'entraîneur. Ça, il dort. Mais oui, mais je dors pas d'habitude, donc à vrai dire. Voilà. Mais c'est pas ça qui me donne l'insomnie. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que si on fait on a cette activité, j'étais prêt à dire ce job, il faut prendre du recul. Si toi tu prends pas de recul, tu vas te tuer un arbitre, tu vas te tuer la santé, tu vas te tuer tes supporters qui t'attendent à la sortie, tu vas mourir. Donc il faut prendre ça avec détachement et je dirais avec sagesse. Je crois que le football, par rapport à tous les gens qui m'ont connu dans mes anciens métiers, le football m'a apporté la sagesse. Ah mais c'est bizarre. Francis, vous par exemple, vous êtes le supporter numéro 1 des Bleus. Quand les Bleus perdent, vous réagissez comment, vous ? Vous pleurez ? Mais moi, ça m'est complètement égal, moi, qui perdent ou qui gagnent. Moi, je vais encourager la France. Je vais à tous les matchs. Je vais encourager la France, je vais encourager mon équipe, je vais encourager mes copains. Et ben, si on gagne, on fait une super fête. Et si on perd, on fait une super fête. Mais enfin, quoi qu'il arrive, vous faites mais bien sûr, on fait une super fête, mais c'est que du football. Moi, je veux dire que j'ai la faiblesse aussi de bien aimer mes garçons. Donc, quand je suis malheureux, vraiment, et qu'ils ont fait le maximum, c'est arrivé cette saison, où
où je dis, le ballon ne tournait pas dans le bon sens. Je suis malheureux pour eux. Et c'est vrai, je leur dis souvent, d'avoir perdu le statut d'Européen, c'est plus important peut-être pour un joueur d'avoir un statut d'Européen que pour un club. Le club, ça peut toujours revenir. Parfois, pour certains joueurs, je pense à l'homme de Flashez, qui a gagné la Coupe de Ligue avec nous et qui a été Européen avec nous, il n'aura pas l'occasion, je pense, de repiquer au truc. Moi, je partage enfin, je veux dire que la victoire, on la veut pour eux, quoi. Avant toute chose, on la veut pour les joueurs. Moi, quand ils gagnent, je suis content pour eux, parce qu'ils sont tellement contents, on est tellement heureux. Pour moi, le football, c'est un plaisir de voir jouer les joueurs, comment ils jouent, comment ils pensent, comment ils se plantent. C'est ça. Non, je veux dire, la victoire, je veux dire aussi que j'ai la chance, peut-être qu'on les a choisis comme ça, peut-être qu'on les a formés comme ça, j'ai la chance de toujours avoir eu un groupe de bons mecs. Hein, avec lequel j'ai le plaisir, des mecs qui ont l'amour du maillot, des mecs qui m'embêtent pas. Enfin, Jean-Claude, avec Guy Lacombe, ça s'est pas bien passé. Oui, alors ça, on en parlera après. Là, je suis désolée à chaque fois de faire mon teaser, mais on en parlera plus tard. Ça suffit, Grimaud. Stop, ça suffit. Dernière question, Francis. Une question, répondez-moi simplement. Est-ce que vous savez où est Sochaux? Oui, bien sûr, mais j'y suis allé à Sochaux. Alors, dites-nous où c'est. C'est à Sochaux. D'accord, Francis. Vous allez voir que pour les gens dans la rue, on a fait un petit sondage, on leur a posé la question où est Sochaux. Vous allez voir que pour les gens, Sochaux, c'est pas très clair. Sochaux, c'est Peugeot, quoi. L'équipe de foot. Maillot jaune et short bleu. Je sais pas. Je pense à foot, mais ouais, foot, ouais. C'est le foot de Peugeot, non? La voiture? Ouais. C'est là-haut en Alsace, je crois, non? Alsace ou Lorraine, je sais pas. Au sud-est. Un petit peu dans l'est, là-bas, vers la Franche-Comté, par là, non? Peut-être à Paris. C'est dans le nord, il me semble, non? Si je vous dis Jean-Claude Plessis, ça vous dit rien? Jean-Claude Plessis. Ça, c'est lyonnais, non? Un footballeur? Ça me dit quelque chose, mais... Un entraîneur? Là, je sèche. Un remplaçant? Franchement, j'ai aucune idée. Peut-être un joueur de foot. Un président de fédération de Sochaux? Jean-Claude Plessis, very good boy. Ouais. Voilà, very good president. Jean-Claude Plessis, alors c'est où Sochaux, pour ceux qui ne savent pas? C'est dans l'Est, entre Belfort et Besançon. Alors on va quand même rappeler qu'à Sochaux, il y a un truc... Oui, Mulhouse, Belfort. Il y a quelque chose d'extraordinaire à Sochaux, c'est qu'il y a 5000 habitants seulement, et que la moyenne de spectateurs l'année dernière au Stade Bonal, donc le stade de Sochaux, c'était 15 700 spectateurs, ce qui signifie qu'il y a 3 fois plus de spectateurs que d'habitants qui vont au stade. Oui, mais enfin, c'est Montbéliard qui est important. Il y a 40 000 à Montbéliard. Vous êtes en train de me tuer ma stat. Et c'est une... Non, mais je sais, l'autre jour, il y avait une étude et... Enfin, moi, je l'ai faite toute seule, je n'ai pas regardé l'étude. Le football par habitant à Sochaux. Bon, sur 3000 habitants, ils se coûtent rien, de toute façon, ça change rien. Mais 3000 habitants, ça veut dire qu'il y a 1000 contribuables. L'agglomération fait 200 000 habitants à peu près. C'est à peu près la même agglomération que Metz, parce qu'il y a Audincourt, il y a Belfort. Moi, j'ai essayé de vous faire plaisir, Jean-Claude, mais puisque c'est comme ça, on va tout de suite jouer au jeu de la photo, pour me venger. Je vais vous montrer des photos de 3 personnalités de Sochaux, des joueurs, enfin un petit peu tout le monde. Et vous me dites à chaque fois ce que vous en pensez. C'est parti, c'est le jeu de la photo. C'est l'Orient. Benoît Pedretti, formé à Sochaux. Ouais, formé à Sochaux, né à Audincourt. Donc vraiment un pur produit du pays. Vous en pensez quoi? Moi j'aime beaucoup. D'abord, je dois reconnaître que son transfert, son départ a été un grand moment. Il est parti à Marseille et maintenant il est... Non, c'est un garçon qui était en fin de contrat et qui a prolongé avec son club formateur pour que son club puisse toucher quelques indemnités de départ et j'ai apprécié le geste. Est-ce que sa situation vous étonne? Il a joué en CFA ce week-end avec Lyon, il est même pas sur le banc lyonnais. Écoutez, je crois que je m'inquiète pas pour lui. C'est un garçon qui a du charisme, qui a une grande volonté, il reviendra et on le retrouvera. Ce que je regrette pour lui, c'est que ce passage à Lyon, il a été international quand il était à Sochaux et que son passage à Marseille puis à Lyon lui fait perdre ce statut. Il y a la concurrence. Je trouve bien optimiste, moi. Pierre, vous n'arrêtez pas de faire la moue depuis Il est tout jeune. Oui, il est tout jeune. Allez-y, Pierre. Moi, je trouve que c'est bon, il faut quand même savoir qu'il a été élu joueur le plus surfait du championnat par les joueurs. Par qui? Par les joueurs. Par les joueurs. Par les joueurs. Ah bon? Et je trouve ça un petit peu excessif, mais je trouve qu'on en a fait beaucoup sur lui. Surtout depuis qu'il a quitté Sochaux, parce que autant je le trouvais assez décisif à Sochaux, autant je pense qu'il est passé complètement à travers à Marseille, complètement à travers en équipe de France aussi, où pour moi, il a un grand défaut, Benoît, il défend pas. Alors donner des bons ballons, donner des longs ballons et tirer les coups de pied arrêtés, c'est bien, mais il faut défendre. Et là, à Lyon, en Ligue des Champions, il va falloir défendre. Et avec Diarra et Thiago,
je ne partage pas ton optimisme. Je pense qu'il va vivre une saison difficile. Allez, deuxième photo. Peut-être la saison, mais je veux dire que la carrière est. Oh bah oui, jeune joueur. je sais pas non plus. Deuxième photo, ça va vous faire plaisir, Jean-Claude, c'est parti. Ah oui, ça va faire face. oui. On parle, mais c'est assez moderne comme. Non, c'est très joli ce petit roulement là. Mickaël Pagis. Ouais, je ne peux pas parler de Pagis, moi. Pourquoi? Parce que Pagis, ça a été. C'est votre fils. Ça peut être... Non, faut pas exagérer, mais c'est un garçon qu'on a découvert. D'ailleurs, ça fait partie des joueurs qu'on a achetés, comme dit Monsieur Ménez, qu'on a acheté. C'était épique, Pierre, parce qu'on était à Nîmes dans une période assez difficile où il y avait la municipalité, on savait plus à qui s'adresser. Et Pagis n'avait jamais joué en Ligue 1. Donc c'est un pari que l'on a fait. Et je dois dire que quel joueur. Et vraiment, c'était assez étonnant que ce garçon n'ait jamais joué avant de venir chez nous. Bon, il est parti pour des raisons extra-sportives, mais... Bon, on est bien content. C'est ça, vous les aimez tous, Jean-Claude, mais ils partent tous, quoi, à l'arrivée. Hein? Bon, c'est vrai. Non, mais sérieux. Là, mais il pense pas. C'est pas ce qu'il disait. Mais ne le retiens pas, Pierre. Ne le retiens pas. Dominique, comme vos femmes. Ça y est, comment? Non, mais arrêtez, mais là, ça vole tellement bas. C'est la notoriété publique. Allez, Jean-Claude. Allez, pour faire plaisir à Dominique Raymond. Je vais répondre. Ah bah, allez-y. Que les joueurs ne sont pas en esclavage, et qu'à un moment donné, la possibilité de faire un bon contrat, surtout Pagis, qui n'avait jamais fait de... Vous leur donnez pas assez? Peut-être qu'on leur donne pas assez. Puis là, c'est un problème de comment dirais-je, relation avec l'entraîneur. Bon, on va pas... Bah justement, on va regarder la troisième photo. Allez, regardons la troisième photo. C'est parti. Encore moderne. Qui fait? Guy Lafont, ex-entraîneur de Sochaux. C'est l'ami de Jean-Claude Plessis. Allez, pas de langue de bois, c'est parti. Allez. Bon, on a fait 3 saisons ensemble, contrairement à ce qui se sont plutôt bien déroulées. On a fait une finale de Coupe de la Ligue. On en a gagné une. Il est mort de rire. Et puis, mais vous mentez, Jean-Claude. Alors, écoutez... Francis, vous connaissez bien les gens. Est-ce qu'ils mentent? Ça se voit. Non, il couvre. Il aime tout le monde. Non, mais moi, j'aime pas tout le monde. Nous avons décidé, lui et moi, de ne pas parler ni de l'un ni de l'autre. Jean-Claude, j'ai le souvenir du reportage de France Info le jour de la reprise du championnat cette année. C'était, entre ses déclarations à lui et ses déclarations à toi, c'est le truc le plus exceptionnel que j'ai jamais entendu dans le football. Ça donnait quoi? Ça donnait Bernard. Non, Guy Lacombe. Bernard Lacombe est à Lyon, on va parler de Lyon en quelques instants. Guy Lacombe qui était là, je suis là, j'aimerais bien être ailleurs, mais bon, je suis là. Et Jean-Claude qui disait, en clair, s'il n'est pas content, il a qu'à fermer sa bouche et à s'en aller. Je schématise, mais c'est exactement ça. C'était ce qui est d'ailleurs pas loupé. Ce qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. C'est un peu traîné, mais il faut savoir que si ça a traîné, on me le reproche, c'est qu'il y a des lois en France qui font que quand il y a un licenciement, il y a un entretien préalable. Bon, ceci étant dit, je dois dire qu'on n'a pas passé que des mauvais moments et qu'on a beaucoup exagéré nos relations. Voilà. Et que maintenant c'est Dominique Bijotta qui est à la tête de Sochaux et c'est beaucoup plus calme. Qui est quelqu'un de très bien. On va parler de Lyon, vous nous l'avez réclamé tous. Allez, c'est parti, on parlait de Lyon. Lyon qui a fait match nul hier au stade Chaban-Delmas face à Bordeaux, match nul, 1 but partout. Mais c'est peut-être la première fois qu'on s'est dit que Lyon était battable et vous avez la solution pour battre Lyon. Pierre, oui, bien sûr, j'ai tout, moi, tu sais. Allez-y, Pierre. On voit pas les images. Si, on voit les images. On va commencer d'abord par le festival des Harlem Globetrotters. On a vu la première main de Chris qui vaut, à mon avis, pénalty et rouge. La deuxième et la troisième, c'est assez discutable parce que la main est quand même... Les mains sont quand même... Non, en fait, c'est pas du tout ça qui devait venir. Donc là, c'est mais voilà, on les a vus. Voilà. Ce sont les mains de Lyon. Il y a eu 3 mains de Lyon qui ont été non sifflées par l'arbitre monsieur Dernier. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'arbitrage? Non, rappelez quand même déjà le règlement aux gens. Il y a pénalty, non pas quand c'est la main qui va au ballon, et non pas le ballon qui va à la main. Donc si on applique stricto sensu le règlement, il n'y a que la première faute de main qui est sanctionnable d'un pénalty. Mais celle de Chris qui a évidemment pénalty. Et là, moi je souscris, je pense qu'en pense Francis, complètement au propos de trio de directeurs qui dit évidemment la vidéo, mais en urgence. On ne peut pas continuer. Moi, surtout le règlement, c'est-à-dire pour éviter les discussions et les problèmes, il faudrait laisser de moins en moins disons, l'arbitre. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on laisse trop de décisions à l'appréciation de l'arbitre. Pour moi, main dans la surface de réparation, c'est main. Intentionnel ou pas intentionnel, on n'est pas dans la tête du joueur. Pour moi, main c'est main. Je veux dire, il a qu'à pas laisser traîner sa main. Je veux dire, ça peut même devenir. On peut même lui couper les bras. Non mais tu sais, il y a des. S'il le fait pas exprès, c'est pas grave. Il y a non, même s'il fait pas exprès, s'il y a main, il y a main. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Le truc, c'est que là, l'exploitation de la vidéo
dans ce cas très précis. Comment on fait ? Les Bordelais vont réclamer une main. On arrête le jeu ? Bien sûr. Et on regarde s'il n'y a pas une... Écoute, la main de Chris, tout le monde la voit, les 40 000 Bordelais, les téléspectateurs n'en l'arbitre parlent la voit pas. Parce qu'il la donne pas. Sauf donc ça veut dire que c'est les Bordelais qui vont réclamer. Le juge assistant. Non mais ça veut dire que c'est les Bordelais qui vont aller réclamer. Ah oui, il y en a un. Bah oui, évidemment, il faut qu'il y ait un quatrième arbitre. Il faut qu'il y ait un quatrième. Mais on le fait au rugby. Non. Le rugby, c'est que sur les mêlées, c'est que sur les essais, et c'est le juge et c'est l'arbitre central qui réclame la vidéo. Non, mais moi j'ai rien contre. Je suis un fervent partisan de la vidéo, mais je dis que dans le cas d'une main, c'est pas le cas d'une faute où est-ce que le ballon est rentré ou pas. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Non mais Francis ne dit pas qu'il est pour la vidéo, il dit qu'il est pour le changement de règlement. Je dis qu'une main, c'est une main. Voilà. Et tu sais, par exemple, souvent les joueurs font ça. Ils obtiennent un corner ou ils obtiennent une touche en shootant sur le pied de l'adversaire pour récupérer le ballon. Ça peut même devenir un geste de viser la main pour obtenir un penalty. Ce que je veux dire, c'est que... Ils ont déjà du mal à viser le but. Oui. Ce que je veux dire, c'est que... viser des mains, ils ont déjà du mal à viser les buts. Ce que je veux dire... 7m32 sur 2m44. Ça peut même devenir un geste. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi. Ou on ne sanctionne pas la main, ou on la sanctionne. Mais est-ce qu'il a fait ça exprès ou pas exprès ? Est-ce qu'il a eu l'intention ? Moi, à un moment donné, c'est ça qui crée la violence. Je suis rassuré que dans les règlements de la Ligue, on ne fasse pas rentrer les baladins, parce qu'on n'en sortirait pas. Je ne suis pas d'accord. C'est Francis que vous traitez de baladin ? Non, mais... Troubadour. Je rentrerai pas dans le jeu de... La Ligue, vous êtes pour la vidéo ? Oui, bien sûr. Voilà, vous êtes pour la vidéo, dites-le. Enfin, en tout cas, hier, il y en a un qui a vraiment critiqué l'arbitrage, et alors c'est pas celui auquel on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire que, on va le rappeler, Bordeaux et Lyon ont fait match nul, 1 but partout. L'arbitrage a été plutôt défavorable à Bordeaux et donc plutôt favorable à Lyon, puisqu'il y a un pénalty qui n'a pas été sifflé pour Bordeaux. Et bien pourtant, Jean-Michel Aulas a critiqué l'arbitrage après le match Bordeaux-Lyon. C'était un petit peu le monde à l'envers. On l'écoute, Jean-Michel Aulas. Oui, on a trouvé l'accueil des Girondins extrêmement agressif, c'est vrai. Et je pense que M. Derrien n'était peut-être pas dans un bon jour, parce qu'il n'a pas su tenir véritablement les équipes. Il y a eu des agressions en dehors des actions, c'est-à-dire après des fautes sifflées, qui auraient mérité l'expulsion d'au moins 2 Bordelais. Donc c'est vrai que le match, du coup, a été un petit peu difficile pour Lyon, alors que je pense qu'on pouvait largement prendre le devant sur la qualité technique qui était déployée. En même temps, il y a eu des fautes non sifflées aussi pour Lyon. Oui, ceci étant, je pense vraiment que cet arbitrage n'était pas en notre faveur. Contrairement, c'est vrai que le public a râlé, mais bon, je crois qu'il ne faut pas être trop chauvin. Il faut regarder objectivement. Et c'est vrai que quand on repart avec 6 cartons, alors qu'il y a 2 agressions extrêmement graves après coup d'une action, je crois qu'on ne peut pas dire que Lyon a été avantagé, contrairement à la rumeur publique. Enfin, objectivement, voilà. C'est le Mourinho français. C'est le Mourinho français. C'est-à-dire qu'il pompe, il le sait que les gens, qu'il insupporte les gens en interne. Enfin, quand je te montre. Mais montrez pas Jean-Claude. Non, mais c'était comme ça, ce que je montre. Non, mais il le sait qu'il insupporte la plupart des autres présidents, les entraîneurs, les joueurs adverses. Si, peut-être pas toi, Jean-Claude. Il le sait, mais il pompe une telle pression. Il délivre son entraîneur. Vous croyez qu'il le fait exprès, là ? Ah, mais bien sûr qu'il le fait exprès, il est beaucoup trop fort. C'est pas juste de la mauvaise foi. Mais bien sûr que c'est de la mauvaise foi, mais c'est exprès. Non. Bon, apparemment, Jean-Claude, vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Pierre. S'il avait un défaut, Aulas, parce que finalement, on essaie de trouver des défauts Aulas, quel serait-il, vous, qu'il connaissait bien ? Quel est le défaut majeur d'Aulas ? Le défaut de Quel est le défaut ? C'est pas un défaut, c'est un entêté. Ouais. C'est un garçon qui est entêté, qui est têtu, parce qu'il sait ce qu'il veut, et il y arrivera toujours. J'ai toujours souvenir d'une anecdote, si j'ai 2 minutes. Il avait été éliminé de la Champions League sur un arbitrage déjà douteux. Face au PSV Eindhoven ? Oui, non, il y a 3 ans. Et j'étais sur l'autoroute, je l'appelle d'une station pour lui dire j'ai vu ton match, sincèrement désolé pour toi, et je m'attendais à avoir le mur des lamentations comme auraient fait beaucoup d'entre nous. Et pas du tout, je suis tombé sur un type qui était déjà reparti, qui m'a dit non, mais c'est bon, d'accord, c'est comme ça, mais j'y reviendrai, j'y retournerai, puis tu verras, l'année prochaine je serai en quart, et puis en demi, puis un jour je gagnerai. Et moi j'avais trouvé ça tout à fait... il est trop fort. Et il s'est mis les moyens. Il est trop fort. Il s'est donné les moyens pour le faire. Il en a rien à foutre. Il voit que le défenseur va décoller les 2 pieds, mais la semaine légitime défense... Il en a rien à foutre des autres. Mais de toute façon, quand on voit... sa force. Ça fait 20 ans qu'il est là. Quand on voit où il a emmené Lyon, je veux dire, franchement, respect. Et comme tous les gens qui en imposent, il a les défauts de ses qualités. Voilà. Moi, je préfère un entraîneur. Tu vois, moi, je veux dire... je préfère un président qui couvre ses joueurs, qui dit, tu vois,
Je préfère, non mais si tu veux, je préfère ça à un président qui va dénigrer ses joueurs, qui va dénigrer son coach dès qu'il y a... Lui, il est là, il couvre. Il est présent. On dit pas de mal. On dit pas de mal de ses joueurs. On dit pas de mal de sa famille. S'il sent qu'il y a un danger, il est là, il se met devant. Il fait les déplacements, il est partout. Voilà. Et moi, je dis bravo. Alors, on dit Aulas trop fort. Est-ce que Lyon est trop fort? On a fait un sondage cette semaine auprès des internautes sur m6.fr. On leur a posé la question. Est-ce que Lyon va être champion cette saison? Eh bien, regardez le résultat. Oui à 56%, non à 44%. Alors, je vous pose la question. Est-ce que Lyon sera champion, Francis? À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il va être champion de ce championnat. C'est Marseille qui l'a dit tout à l'heure. Ah oui, non, j'ai dit champion. On a dit mais je pense que ça va être plus dur pour Lyon cette année que les autres années. Alors moi, je pense totalement le contraire. Sauf tremblement de terre, Lyon va gagner avec un écart considérable et peut-être finir le championnat, je dis bien peut-être invaincu. Je vois pas quelle équipe française pourrait battre Lyon aujourd'hui. Jean-Claude, Sochaux? Oui, Sochaux. À part Sochaux, je vois pas qui peut les battre, surtout en ce moment. Oui. Saint-Etienne, oui, sur un match. Lille. Non, mais sur un match, oui, tout le monde peut battre sur un match. Mais dans la durée, ils ont une équipe. Il faut pas tuer le suspense d'un championnat comme ça en disant que Lyon va gagner. On va juste te rappeler sur Bordeaux-Lyon qu'hier, il y a eu 5 Brésiliens sur la pelouse du stade Chabandelmas. Ça peut paraître beaucoup, mais finalement, comme il y a de plus en plus de Brésiliens dans le championnat, c'est pas si étonnant que ça. Dans le championnat, il y a 27 Brésiliens. C'est la nation la plus représentée hors français, évidemment, devant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali. Alors pourquoi y a-t-il autant de Brésiliens dans le championnat? Qui sont ces joueurs? Comment s'intègrent-ils? Eh bien, c'est notre gros dossier, notre grosse enquête ce soir dans 100% Foot, signé Frédéric Maillet. Tu aurais pu éviter une enquête, on aurait pu te répondre. C'est une enquête, Et ça arrive, les Brésiliens dans le championnat. Ne fais pas de frais, pose-nous la question. Il y a comme un air de samba qui souffle sur le championnat de France. Chaque année, la Ligue 1 prend un peu plus l'accent brésilien. Amorcé dans les années 90, le phénomène semble même s'accélérer depuis 3 ans. Mais si dans l'esprit des dirigeants et des supporters, Brésil rime souvent avec perles rares, encore faut-il ne pas se tromper dans ses choix. Cette saison, pas moins de 27 joueurs brésiliens répartis dans 12 clubs évoluent en Ligue 1. 5 d'entre eux jouent à Ajaccio, 4 à Lyon, 3 à Bordeaux. Désormais, les clubs français n'hésitent plus à aller faire leur marché au pays des champions du monde. Il y a une telle fourmilière de talents au Brésil. Moi, j'y vais à peu près tous les 2 ans. Il y a des talents qui émergent à tout moment. Des jeunes qui s'entraînent sur les plages, qui s'entraînent partout. Je crois qu'ils ont un vivier fabuleux, extraordinaire. Parmi toutes ces merveilles, il y a Frederico Chavez Guedes, dit Fred. Il arrive tout droit de Cruzeiro. Cet attaquant est la dernière trouvaille de l'OL. Fred n'est pas international, mais Lyon a tout de même dû débourser 15 millions d'euros pour s'offrir ses services, sans même l'avoir vu. Gérard Rouillet a dit oui tout de suite. Je suis allé le voir au Brésil, donc je ne vais pas tricher, mais vous savez que Marcelo est au Brésil pour nous. Il l'a vu à plusieurs reprises. Bernard Lacombe l'a vu également à plusieurs reprises. Donc après, on a donc décidé que ce serait lui. Marcelo, le voilà. L'ancien défenseur brésilien du club est aujourd'hui l'émissaire de Jean-Michel Aulas au Brésil. C'est grâce à lui qu'Elmidson, Chris et bien sûr Fred ont signé à Lyon. C'est le point fort d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Ça, il le sait faire bien. C'est un joueur que dans les 16 mètres, c'est très fort. Et c'est ça que Gérard Rouillet souhaitait. Au Mans aussi, on a choisi de recruter un Brésilien à l'intersaison. Il s'appelle Túlio de Melo, il a 20 ans et mesure 1m91. C'est exactement l'attaquant que recherchait Frédéric Hans. C'est Daniel, j'en ai peu par rapport à ses contacts.